Mon micro. Voilà, je pense que vous devez m'entendre. Je suis très heureux d'être avec vous pour parler d'un sujet qui me passionne, c'est le lifting, le rajeunissement du visage, et du coup, qui me passionne depuis, c'est dur à dire, 35 ans. Pourquoi c'est passionnant? Parce que ça tient à de la technique, la chirurgie en elle-même, et c'est un apprentissage qui prend du temps. Ça fait appel à l'expérience parce que quand vous faites un geste, ben, vous avez les conséquences de ce geste et qui ne sont pas toujours immédiates, qui peuvent arriver quelques semaines plus tard. Hein, la conséquence de ce geste, ça peut être, et puis ça peut être une vision, disons-le, artistique d'un visage, comprendre comment un visage peut avoir des points faibles, des points forts, renforcer esthétiquement ses points forts pour garder ce qui est le plus important, et c'est un peu notre signature dans notre établissement, c'est le naturel, c'est garder l'identité des personnes. Et en fait, pour qu'une chirurgie, un lifting soit réussi, il faut toujours ces deux pendants. Il faut réussir ce qui est beau, ce qui est beau et naturel et harmonieux, et il faut réussir aussi psychologiquement les motifs profonds d'une démarche sur cette chirurgie. Alors, laissons-nous nous embarquer dans la présentation que je vous ai préparée, que j'intitule les nouveaux liftings. Alors, les nouveaux liftings, c'est les liftings, ils sont nouveaux depuis toujours, puisque à chaque fois, on dit on est dans les nouveaux liftings. Juste pour vous rappeler qu'en 1994, j'écrivais, donc 94, c'est il y a quand même quelques temps, j'écrivais un livre sur ces nouveaux liftings. Permettez-moi de vous... Donc, les nouveaux liftings ont bien sûr évolué depuis 26 ans. Donc, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Henri Delmar, je suis chirurgien plasticien. J'ai la chance d'exercer dans un lieu où on se sent bien, où on a envie d'être et on reçoit nos patients avec beaucoup de plaisir, de la joie, de l'enthousiasme. Et je travaille avec une équipe que je qualifierais de extraordinaire. Je suis chirurgien plasticien installé au Cap d'Antibes. C'est vraiment dans le cœur de ce cap avec la Méditerranée qui nous salue tous les jours quand nous sommes dans l'établissement. Donc, je ne peux que vous dire une chose, soyez les bienvenus et vous serez toujours très bien accueillis. Alors, les nouveaux liftings, les noms, c'est parce qu'il manque lifting du cou, temporal, lifting mannequin, le smash lift, le soft lift, le mass, le lifting frontal, le cervico-facial, bref, on ne sait plus où donner de la tête tellement il y a des dénominations différentes. Globalement, il faut réfléchir par tiers, segmenter le visage par tiers. Le tiers supérieur, où on peut faire un lifting frontal ou temporal. Le tiers moyen, c'est un lifting du tiers moyen de la pommette. Et le bas, c'est le lifting cervico-facial. Et dans les liftings cervico-facial, il y en a beaucoup. Et comme le temps quand même nous est compté, on ne va pas passer 10 heures sur le sujet, bien que moi, ça ne me gêne pas. Si vous êtes fidèle, on peut le faire. Mais je vais surtout me centrer sur deux sujets, le mini-lifting et le lifting du cou. Pourquoi? Parce que le mini-lifting, c'est vraiment un nouveau lifting avec une nouvelle conception. Et le lifting du cou, aujourd'hui, se traite de façon complètement différente. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on a changé notre paradigme, entre guillemets, notre vision du rajeunissement du cou. Donc, qu'est-ce que c'est un mini-lifting? Alors, le mot est bien sûr est séduisant, mais il cache des choses qui ne le sont pas moins. Donc, voilà une patiente. La cicatrice, elle est dans les reliefs de l'oreille. Ça veut dire qu'elle est vraiment invisible. Je vais le prouver avec des photos. Et surtout, le secret, c'est qu'on va décoller la peau de façon extrêmement modérée. Qu'est-ce qui fait les dégâts d'un lifting? C'est un décollement de la peau trop important. Donc là, le décollement est limité sur 1 ou 2 cm.
ce qui va permettre d'avoir le moins de bœufs possible et presque pas d'effet secondaire. Vous le verrez là aussi, je vais le prouver. Avant d'aller plus loin, pour bien comprendre la philosophie du mini-lifting, on va faire une métaphore avec un lit. Un lit est composé d'un sommier, d'un matelas, d'un drap. Le visage est composé des os et des muscles profonds, des muscles superficiels et de la peau. Le drap étant la peau, etc. Donc le sommier, on ne peut pas trop y toucher. On peut, mais c'est un peu compliqué. Donc on va oublier, on ne va pas toucher aux os ni aux muscles profonds. Par contre, on comprend bien que quand le matelas, lui, est en moins bonne forme, il est détendu, tirer sur la peau ou sur le drap pour retendre le matelas ou les muscles profonds est une erreur. Les muscles superficiels est une erreur. Et c'est le principe même du mini-lifting, c'est qu'il ignore la peau. C'est pour ça qu'on la décolle presque pas. Et on va aller chercher ce muscle superficiel qu'on appelle le psmas platysma. Et c'est lui que l'on va mettre en traction. Et c'est lui qui va se charger de la traction du lifting qui est fixé avec des points de suture classiques en chirurgie. Là, ce n'est pas l'indication de cette jeune fille qui était une de nos assistantes, mais c'est le décollement de la peau d'un lifting cervico-facial classique. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Alors, l'histoire du mini-lift, c'est très simple. C'est une anesthésie potentialisée. Ça veut dire quoi potentialisée? Ça veut dire que l'anesthésiste vous shoot pour un sommeil qui va durer 1 heure et demie. C'est le temps de la réalisation de ce traitement, sans intubation, c'est-à-dire que vous respirez spontanément. Et ce qui fait que vous ne réagissez pas, c'est qu'une anesthésie locale va permettre de rompre avec toute sensation douloureuse. Donc ça se passe simplement et vous sortez, l'intervention réalisée, vous sortez avec un grand sourire et très peu de marques. On va le voir ici. Voilà les suites opératoires avant et voilà AG3. 3 jours après, voilà, les marques se sont situées vraiment qu'autour de l'oreille. Une autre patiente, je remercie toutes ces patientes avec beaucoup de gratitude d'avoir accepté de montrer, même si on cache un peu leurs yeux. Voilà une autre patiente qui a bénéficié d'un mini-lift et une semaine après, on a vraiment très peu de marques. Et ces petits bleus que vous voyez sur le dessous de l'oreille, sur le dessous de l'oreille, c'est ici, ça se dissimule assez facilement avec les cheveux. Hein, c'est ce qu'on conseille. Alors l'efficacité. Pourquoi faire un mini-lifting? Principalement pour le relâchement de l'ovale et de la partie inférieure du visage. Le cou, ça a une action, mais de façon plus modérée. C'est-à-dire, si le cou est légèrement relâché, ça marche très très bien. S'il est plus impacté, il faudra faire un traitement plus important. Les rides qui sont au niveau des joues seront améliorées, mais pas celles du puri-buccal. Un peu le pli nasolabial, très légèrement le pli d'amertume, et souvent on combine du lipomodelage, du fat grafting, de la lipostructure, c'est les mêmes dominations d'une même technique qui est la réinjection de votre propre graisse. En fait, on utilise votre propre graisse qui est aspirée avec une toute petite canule. Vous savez que les Français aiment bien les choses petites. Donc, on fait une incision de 2 mm, on prend cette graisse, on la traite pour n'avoir que des cellules vivantes et surtout concentrées en cellules souches, et on réinjecte. Donc, ça apporte du volume aux endroits, comme le ferait une injection, même mieux, aux endroits nécessaires. Aussi, il est très important, dans le cas d'une analyse d'un visage, de comprendre comment il a vieilli. Et quelle est la meilleure façon de comprendre le vieillissement d'un visage que d'avoir des photos du patient à différents moments de son âge. Par exemple, ici, une patiente à 20 ans, 25 ans, 28 ans, 45 ans et 61 ans. Et on comprend que le tiers inférieur s'est légèrement a perdu du volume, que le relâchement est moins important que ce que l'on pense, que le menton s'est arrondi.
Bref, des petites modifications qui vont amener le chirurgien à proposer un programme de traitement. Et par exemple, chez cette patiente, on a proposé un mini-lift avec une réinjection de sa propre graisse. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc, on a un effet, c'est la même patiente. Là, incontestablement, on ne peut pas dire qu'elle a changé, c'est la même, mais avec des traits plus doux, plus harmonieux, plus réguliers. Et la chose très amusante, c'est, on le voit bien de trois quarts, c'est que le menton qui est très crispé, du coup, se calme, les lèvres ont repris une jolie forme, et ainsi que la forme de l'ovale. Voilà pour trois quarts de profil, pardon, où on voit cette qualité de résultat avec ce mini lifting. Il y a quelque chose? Vous avez un petit carré, une pop-up qui est sur l'écran, ça cache un peu les images. Ah, d'accord. Je la mets, je la change. C'est un petit carré. Oui, où je suis. Je ne lis pas, je suis tellement. Excusez-nous, on a été interrompu par Manon. En cas, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Donc, le petit carré, je l'ai changé. J'espère qu'il est moins gênant. Et donc, voilà une autre patiente à qui. Alors, ça, c'est très important et je ne voudrais pas l'omettre. Un mini-lifting se décide à deux. C'est vraiment une discussion entre le praticien et le patient. J'ai des patientes qui viennent, qui ont besoin d'un peu plus, comme cette patiente aurait peut-être besoin d'un peu plus parce que le cou manque un peu d'angulation. Hein, ce qu'on appelle l'angle cervico-mentonnier est peu marqué et peut-être eût-il fallu lui faire plus. Mais son engagement, qui était du coup le mien, était d'avoir un traitement rapide. En quelques jours, il fallait qu'on ait fini l'histoire. Donc, on a décidé de faire un mini-lifting, tout simple, pas plus. Ah ben oui, comme j'ai... Et voilà le résultat que l'on obtient. Pardon, du coup, il s'est excité tout seul. Pardon, je reviens en arrière. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc, on voit que l'ovale est parfaitement rétabli, que la forme est harmonieuse, que sa bajou a disparu, le cou est amélioré. Et bien sûr, on pourrait toujours faire plus, mais dans le cas de notre engagement, on peut dire qu'on a réussi. Y a-t-il des cicatrices? Voilà la preuve, les cicatrices sont vraiment très discrètes. Autre cas, une patiente avec un petit relâchement, un relâchement cervico-facial léger, essentiellement cutané, ce n'est pas structurel, c'est-à-dire ce n'est pas les structures profondes qui sont en cause. On décide de faire un mini-lifting, plus une lipostructure, et voilà le résultat qu'on obtient. On voit que là aussi, on a gardé l'identité de la personne et que l'ovale, le cou, tout ça est nettement amélioré. Et les cicatrices, la preuve qu'elles sont extrêmement discrètes. Une autre patiente, relâchement du bas du visage et aussi du cou, perte de volume du tiers inférieur, décision de faire une lipostructure plus, donc réinjection de graisse, plus mini-lift, et voilà le résultat. Les résultats que je vous montre en général sont tous au moins à 6 mois. Donc on voit bien, hein, au niveau de l'ovale, cet ovale qui se dessine de façon harmonieuse, mais aussi les volumes du menton qui sont changés et qui apportent un nouvel équilibre, hein, au niveau du tiers inférieur. Le tiers inférieur, c'est ce qui est en dessous du nez jusqu'au menton. Et là aussi, j'avais dit que j'allais vous prouver que les cicatrices étaient invisibles. Elles le sont. Une autre patiente, même histoire, relâchement du bas du visage, un peu du cou, perte de volume, enfin perte des équilibres du volume du tiers moyen, même sanction, mini-lifting, plus réinjection de graisse, et on voit cet ovale et le cou qui est nettement amélioré. Là aussi, les cicatrices extrêmement discrètes. Une autre patiente, on va dire de l'héliodermie, ça veut dire quoi? Abîmée par le soleil. Hein, ça, c'est une caractéristique des personnes du Sud, c'est que même si on fait très attention au soleil, il n'en reste pas moins qu'il entraîne des dégâts, et c'est des dégâts
fracture du derme hein, qui entraîne ces rides avec tout un système inflammatoire et pigmentaire. Mais le lifting, encore une fois, ça c'est important aussi de dire, le principe même d'un lifting, c'est de ne pas, c'est pas de rajeunir la peau, il y a d'autres traitements pour ça, c'est de traiter le relâchement de cette peau. Et donc là, on va voir avec l'association d'une lipostructure et l'association d'un mini-lifting, le résultat qu'on a obtenu. On a obtenu une amélioration nette au niveau ovale et des volumes de la partie inférieure. Et vous voyez que même le cou a été amélioré alors que l'engagement chirurgical est minime. Hein, c'est vraiment une c'est mini-invasif. Et là encore, les cicatrices autour des oreilles, enfin, devant. On peut même le faire jeune. Voilà une patiente qui, un peu moins de 40 ans, ne supporte plus le relâchement. Simple, on décide de faire un mini-lifting. Alors, quel est l'intérêt d'un mini-lift aussi? C'est qu'on peut répéter les interventions plus fréquemment qu'un lift. Globalement, un lift, au bout de 3 fois, on arrête parce que la peau est sous tension et la peau a du mal. Alors que là, comme c'est vraiment le muscle profond qui prend la tension, les réglages peuvent se refaire et on peut multiplier les séances. Ce n'est pas le but, il faut savoir quand même limiter son intervention, mais quelque part, eh bien, on peut aller un peu plus loin que si on faisait un lifting cervico-facial. En d'autres termes, on peut faire des petites interventions, des interventions à minima, qui vont préparer le moment d'un lifting un peu plus important. Et on peut le faire aussi chez des patientes un peu plus âgées. Voilà une très belle femme qui est un peu plus âgée, qui présente un relâchement du bas du cou, du bas du visage et du cou. Et voilà ce que fait un mini-lift, une réinjection de graisse. Et on peut dire que c'est un résultat superbe chez une patiente qui voulait effacer les signes de son âge. Elle ne veut pas forcément paraître beaucoup plus jeune. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait une sorte de réconciliation entre elle et son miroir. Elle ne veut pas donner l'impression d'être une vieille dame, c'est une femme dynamique, elle est jeune dans sa tête et donc il faut que son visage exprime cette vitalité. C'est le principe de la méthode désir dont on parlera en fin de conférence. Le cou. Alors le cou, c'est un autre domaine qui est beaucoup plus compliqué et qui est un chemin supplémentaire par rapport au lifting cervico-facial. Le lifting cervico-facial a pour objet de traiter, hein, c'est une partie de mini-lift, et puis en plus aussi une traction sur le cou et au niveau du muscle, hein, un peu plus bas, c'est lui qui va donner la traction, qui va prendre la traction, qui va permettre d'améliorer l'angle cervico-mentonnier, hein, l'angle du cou. Mais parfois, les dommages du cou sont beaucoup plus importants. Et donc, on a affaire à ce qu'on appelle au délabrement, j'allais dire, à la perte de cohérence du plancher buccal. Alors, pour vous repérer, ici, vous avez le bord inférieur de la mandibule, tout ça, c'est le cou horizontal, le cou vertical. Et là, c'est l'osioïde, c'est un os très important au niveau du cou, parce que c'est là où va s'attacher des muscles du plancher de la bouche, mais aussi des muscles hypothyroïdiens. On va les oublier, bien qu'ils sont importants. Et en fait, en vieillissant, cet osioïde descend. C'est-à-dire qu'il perd un petit niveau de quelques millimètres à parfois 2 centimètres. Ça, c'est le premier point. Avec un relâchement d'un muscle ici, qui est le muscle digastrique. Et c'est lui qui va être remis en tension avec une fixation à l'osioïde qui va permettre de le faire remonter. Là, vous avez, ici à cet endroit, vous avez ce qu'on appelle le muscle mylohyoïdien, c'est un muscle qui est plus profond. On peut être amené à le toucher, mais on rentre là dans des choses qui sont encore plus complexes. Et puis, parfois, on fait face à une ptose de la glande sous-maxillaire qui, dans certains cas, nécessite une résection partielle,
à condition d'apporter un véritable plus chirurgical. Et ça se fait pas n'importe comment, il y a des conditions de réalisation et de préparation. Donc voilà une patiente qui a perdu la définition de son cou. Hein, ça veut dire que si on devait dire où est son ossioïde, il serait à peu près là, avec les muscles du plancher qui seraient droits comme ça. Donc on pourrait améliorer son cou de cette dimension, mais pas avoir un cou très profond. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un cou plus profond? Il faut faire un lifting cervico-facial et rajouter un lifting du cou. Donc ça, c'est le lifting cervico-facial. Et ça, c'est l'abord du lifting du cou. Donc il faut faire une cicatrice dans cette partie horizontale du cou qui mesure 3 cm et qui va permettre de faire cet abord. Ce qui est important de comprendre, c'est que le mini-lifting, c'est une intervention à minima qui prend peu de temps, qui est très rapide et les suites sont simples. Alors que quand on fait un lifting cervical associé à un lifting cervico-facial, on est vraiment dans des domaines plus lourds, c'est-à-dire qu'il faut le temps d'intervention et rajouter un lifting cervico-facial, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Si on parle que de ça, il faut doubler les temps parce que l'abord ici est très long. Ensuite, il y a des nouvelles techniques qui permettent de pouvoir assurer ce que l'on redoutait, c'était l'hématome, hein, parce qu'on crée des espaces, hein, le fait de décoller crée des espaces de collection dans lesquels le sang peut se positionner, peut s'accumuler, et ça peut créer vraiment des suites compliquées. Là, on a des techniques, ce qu'on appelle le net, de faufilage, de réapplication de tissu à la profondeur, qui fait qu'on va créer une adhésion sans espace mort. Donc, autant le mini-lift, c'est une intervention à minima, autant le lifting du cou, c'est une intervention plus lourde. Dernière parenthèse, on peut faire un lifting cervical isolé chez des sujets jeunes qui ont un relâchement, une malposition, on va dire, de l'osioïde, et aussi cet abord permet un dégraissage de la région qui est parfois très graisseuse. Donc on va voir quelques résultats pour bien illustrer. Voilà avant-après le résultat d'un lifting cervico-facial et d'un lifting cervical. Et vous voyez là que la position de l'osioïde que j'avais anticipée ici est remontée bien plus haut, il est remonté presque d'1 centimètre. Et ça, que des techniques, il n'y a que des techniques comme ça qui peuvent permettre de le faire. Une autre patiente où on a un relâchement très important, mais pas que. Il n'y a pas que de la peau, hein, il y a aussi ce qu'on appelle le platysma, mais bon, ça c'est classique. Mais surtout, et on l'a vu pendant l'intervention, il y a beaucoup de graisse entre les muscles, dans les muscles profonds, et aussi cet osioïde qui est bas placé et qui empêche au lifting classique de réaliser un angle cervico-facial, cervico-mentonnier de qualité. On sait très bien que quand on fait un lifting cervico-facial classique sur des coups dits compliqués, on n'a pas de bons résultats au niveau du cou. Oui, au niveau du visage, mais pas au niveau du cou. Il n'en reste pas moins que, comme on le voit sur cette patiente, on a un résultat qui reste très naturel. Une autre patiente, elle a 27 ans, 30 ans plus tard, et voilà le résultat qu'on obtient en associant 3 choses au niveau du bas du visage: un lifting cervico-facial, un lifting cervical et une lipostructure, ce lipomodelage. On va bien voir de profil, on voit bien là aussi, hein, ça c'est sa glande sous-maxillaire qui est tombée, qui était partiellement réséquée, et puis bien sûr l'osioïde est là, et là il est remonté ici, donc à plus d'1 centimètre. Et seuls les traitements profonds permettent de reconstruire ce cou. Et bien sûr, nous n'allons pas laisser tomber les messieurs, parce que les hommes aussi viennent à la chirurgie esthétique du visage, de plus en plus nombreux. Donc voilà un patient qui se retrouve quelques années plus tard avec un bas du visage abîmé. On décide
de cumuler 3 interventions, le lifting cervico-facial, le lifting du cou et la lipostructure au niveau de l'ovale. Et voilà le résultat qu'on obtient. Vous voyez qu'on a réussi à récupérer une angulation au niveau du maxillaire qui lui donne quelque chose de volontaire et de plus jeune. Et on a réussi à reformer un angle cervico-mentonnier de qualité. Voilà, donc ceci pour dire que on ne se voit pas comme on est. C'est le problème de l'apparence. Soit on a une hypertrophie de soi et le petit chaton se voit comme un lion, et soit au contraire, on a une mésestime de soi et le lion se voit plutôt comme un château. C'est vraiment l'image qui se renverse. Mais ceci est important parce que qu'est-ce qui emmène les personnes à vouloir améliorer leur visage? C'est que, quel que soit le moteur initial, organique, hein, il y a un retentissement psychologique qui emmène à avoir cette sorte de perte de l'estime de soi à travers cette perte de l'image de nous-mêmes. Et c'est pour ça que, avec mon ami Jean-François Mathis, nous avons écrit un livre et mis la méthode désir, qui est un acronyme dans lequel le médecin, à chaque étape, évalue non seulement le côté esthétique, les indications, le diagnostic, donc la situation clinique, mais en plus, elle évalue la dimension émotionnelle essentielle, parce que nous sommes un tout, nous ne sommes pas séparés en deux, d'un côté l'organe et de l'autre l'âme. Non, c'est un tout. Et on traite d'abord une personne, on ne traite pas un objet. Donc, les nombres d'or, je ne regarde jamais, ça ne m'intéresse pas. D'abord, j'essaie de comprendre, et tant que je n'ai pas compris, je n'avance pas. Une fois que j'ai compris, j'explique quelle est la situation clinique au patient. Et après, ensemble, en fonction de ses attentes, du temps qu'elle me donne, et sans être plus ambitieux que ce que souhaite la patiente, sans l'être moins non plus, à ce moment-là, on met un programme de traitement qui va nous permettre, ensemble, de mener une aventure que je trouve être passionnante. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a duré une demi-heure, c'est très bien. Donc, oui, j'ai arrêté de partager l'écran et je vois qu'il y a des questions auxquelles je vais répondre. Alors, première question, puis-je faire un lifting avec un dentier? La réponse est simple. Oui. Le dentier peut poser un problème dans le cas d'une intubation. C'est-à-dire que quand l'anesthésiste va mettre son tube pour faire une anesthésie générale, il peut être gêné par le dentier. Et aussi, le chirurgien a besoin de ce dentier pour pouvoir faire un traitement, parce que sans dentier, on n'a plus les mêmes volumes, donc ce dentier est essentiel. C'est pour ça que chaque patient est différent, il y a des dentiers amovibles, des dentiers fixes, et c'est une discussion à avoir avec le chirurgien et une discussion à avoir avec l'anesthésiste. Il y a des messages de remerciement, donc je ne vais pas vous les lire puisque c'est à moi qu'elles sont adressées. Alors, pourquoi voit-on des personnes très tirées comparées aux résultats que vous montrez? D'abord, revenons à notre métaphore du lit. Si vous mettez toute la traction du lit sur le drap, forcément, votre lit sera ni beau, et il sera tiré, le drap sera très tiré parce qu'on aura voulu, en tirant sur le drap, rétablir ce qui est en profondeur. Alors que si vous remettez en bonne position tous les muscles superficiels, hein, pas profonds, les masséters, les temporaux, on oublie. Les muscles superficiels, la peau, elle vient automatiquement se mettre. Et puis après, le naturel, chacun a sa signature et il y a des patients qui veulent
des résultats très particuliers, d'autres non. Nous, dans cette clinique, tous les praticiens et tous les thérapeutes ont la même philosophie, c'est d'être le plus proche de l'idée de ce que fait une patiente et ne pas montrer plus d'ambition que les besoins du patient elle-même. Alors, ça c'est une très bonne question aussi. Le lifting du cou est possible quand on est jeune et avec beaucoup de graisse au niveau du cou. C'est justement pour ça qu'il est... L'indication du lifting du cou chez le sujet jeune, c'est celui-là. Un cou court, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une franche barrière entre le visage, la face, et le cou horizontal. Et que le cou horizontal est en continuité presque avec le cou vertical. Condition numéro 1. Condition numéro 2, c'est un ossioïde qui est bas. Parce que s'il n'y a que de la graisse, il suffit de faire une liposuction. Et ça suffira largement. Mais par contre, si l'ossioïde est bas, à ce moment-là, par un abord, on peut remonter l'ossioïde, faire un dégraissage de la région du cou, même de l'abat-joue, parce que de cette petite incision, on peut faire tout le tour, et on répartit la peau, et la peau se répartit de façon vraiment de façon très élégante. Mais il y a des petits artifices qui sont récents, hein, qui permettent de le faire. Donc, oui, s'il n'y a que la graisse, c'est l'hyposuction, mais s'il y a un ossioïde mal positionné, à ce moment-là, c'est un lifting du cou qu'on doit associer. L'âge idéal pour un mini lifting pour éviter un lifting total, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lever, il n'y a pas de, pardon, on peut faire un mini lifting à 70 ans si on a pris le parti d'avoir une amélioration uniquement de l'ovale et pas plus. Et on ne cherche pas, ça peut être ça peut être une volonté. Par contre, donc ça peut être de 35 à plus 70, mais ça évite pas forcément le lifting cervico-facial parce que si vous voulez un traitement efficace au niveau du cou, ce n'est pas ce qu'on va vous proposer. Donc, qu'est-ce qui décide du mini-lift? Globalement, c'est votre situation clinique. Donc, il y a des bonnes indications, il y en a des mauvaises, et votre souhait. Et votre souhait, c'est quoi? Ce que vous attendez, le temps que vous donnez dans les suites. Et aussi, on n'en a pas parlé, c'est les peurs que peuvent générer un lifting. D'abord, il y a peurs, les peurs d'être défiguré ou de ne pas se reconnaître, enfin, tout ce que les médias nous envoient. La deuxième chose, c'est la peur de l'anesthésie. Il faut savoir que l'anesthésie, aujourd'hui, ça marche et avec beaucoup de sécurité. La peur de ne plus se retrouver, d'avoir le jugement d'autrui, notamment des proches, voire des amis, etc. Donc, c'est sûr qu'il faut surmonter tout cela. Faites-vous le lifting des lèvres? Alors, on n'en a pas parlé parce que on aurait eu beaucoup. Oui, bien, on ne peut pas faire un lifting. Je préfère appeler ça comme ça. On ne peut pas faire une chirurgie de rajeunissement du visage si on n'utilise pas toutes les armes qui permettent de le rajeunir. En vieillissant, la lèvre blanche, c'est-à-dire qui va de la racine du nez, de la columelle, jusqu'à la lèvre rouge, donc c'est toute cette longueur, elle a tendance à s'allonger en vieillissant. Elle s'allonge pour deux raisons. D'abord parce que le socle osseux et dentaire se modifie avec le temps, et deuxièmement, les muscles n'ont plus la même tonicité au niveau de la lèvre supérieure. Donc, en quoi consiste un lifting des lèvres? Avec une petite incision, un décollement plus ou moins important de la peau en dessous va permettre de rétablir la longueur que vous aviez à 20 ans, 30 ans ou 40 ans. C'est pour ça que c'est important de venir avec vos photos dans une consultation, parce que ça va permettre de comprendre comment vous avez vieilli. Doit-on entretenir son lifting avec d'autres traitements? Ben oui, le lifting n'est pas une panacée. Comme je vous l'ai dit, il traite
uniquement, et entendez bien ça, uniquement le relâchement. Alors, dans la chirurgie du rajeunissement, il y a des traitements aussi volumateurs avec la graisse, etc. Mais elle ne rajeunit pas la peau. C'est-à-dire que la peau aura la même texture et la même qualité qu'avant l'intervention. Il y aura moins de rides, forcément, parce que c'est un peu plus retention. Mais la peau, elle a la même qualité. Et la peau, elle est essentielle. On ne peut pas avoir un beau résultat si la peau n'est pas de belle qualité. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une peau de belle qualité? Ça veut dire qu'on va faire des soins qui vont permettre de traiter son problème d'affinement, qui vont traiter son problème de perte de texture, son problème de coloration, les taches et la coupe rose, par exemple, traiter les problèmes inflammatoires auxquels sont soumis la peau, traiter les micro-ridules qui parcourent cette peau. Donc, en fait, la peau, c'est un organe complexe, surtout au niveau du visage, qui est exposé au soleil, surtout dans notre région. Et il faut prendre comment dire ça, c'est une stratégie pour rajeunir la peau. Une stratégie où on va cumuler plusieurs types de traitements différents. Et ce que je ce que je conseille à mes patients, c'est avant un lifting, c'est de commencer déjà à améliorer la peau. Pourquoi? Parce que le chirurgien, il a besoin, tel Tanner Hermès, d'avoir une peau de belle qualité pour pouvoir faire le travail, un travail optimisé. Mais aussi, on va, dans les suites, si on veut conserver l'effet de repositionnement des tissus qui a été réalisé lors d'une chirurgie du rajeunissement, eh ben, il faut continuer à entretenir notre peau. Alors, j'ai une maladie auto-immune, puis-je faire un lifting? Oui, parce qu'il n'y a pas d'injection de corps étranger. Alors, bien sûr, si vous êtes en phase inflammatoire, mais ça, c'est une évaluation avec le médecin qui vous suit pour cette pathologie, on va éviter, mais en dehors de toute poussée, j'en ai beaucoup opéré et ça se passe toujours très bien. Au bout de combien de temps ne voit-on plus de bleu ou de cicatrices? Les effets durent combien d'années? Pas de problème pour une peau fine, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions en une. Alors, les bleus, en général, alors, il y a les bleus qu'on peut dissimuler, les bleus qu'on ne peut pas dissimuler. Donc, si vous avez des bleus au péribuccal, c'est carrément impossible de dissimuler pendant une semaine à 15 jours. Dans le mini-lifting, vous l'avez vu que les bleus sont vraiment autour de l'oreille, ici. Donc, si vous avez des cheveux longs, vous pouvez les dissimuler facilement. Pour le lifting du cou, les bleus, vous en aurez. Et ça dure 15 jours, 3 semaines. Les effets durent combien de temps? Ça dépend de votre mode de vie. C'est-à-dire que personne ne pourra vous garantir une qualité de résultat pour une longévité particulière. Pourquoi? Parce que si vous fumez, si vous buvez, si vous passez votre temps au soleil, vous allez vite dégrader les effets du lifting. Je vois beaucoup de personnes qui parlent de 10 ans, mais 10 ans, ça n'a pas de valeur, même pas statistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de travail qui ont démontré que tel lifting ou tel lifting devait durer tant d'années. Ce qui est sûr, c'est que plus le travail est profond, plus on rajoute, on travaille de la graisse, parce que je vous ai dit tout à l'heure rapidement, mais je le redis, dans la réinjection de graisse, on réinjecte aussi les cellules souches. Plus ce travail en amont est fait, plus long sera la durabilité du lifting sera importante. J'ai fait des crocs en jambes tout seul. Donc la durabilité dépend de la qualité du travail qu'on aura fait, premièrement, et dépend de la question précédente aussi. Ça dépend de ce que vous avez fait de vos tissus. Si vous ne faites pas attention, il ne va pas durer. Donc un mini-lifting, en général, ça tient facilement 5 ans. Surtout qu'en général, on a affaire à des patients et à des patients qui font l'effort de faire attention et d'entretenir leur peau. Et vous me donnez l'occasion, en posant la question, j'ai une peau fine. Justement, le mini-lift et les liftings profonds sont des liftings spécifiques aux peaux fines. Je vais m'arrêter 2 minutes pour expliquer ceci.
Quand vous avez une peau fine et que vous la décollez, vous avez d'abord une peau qui devient de moins bonne qualité, qui devient plus rouge, plus inflammatoire, avec souvent des capillarités qui la parcourent. Ça, c'est pour le côté désagréable. Et deuxièmement, c'est que, comme je vous l'ai dit, une peau fine, elle va donner beaucoup si on la décolle, mais elle n'aura aucune capacité à tenir l'effet de traction. Alors que c'est pour ça que dans les peaux fines, on décolle presque jamais la peau. Même si on fait des liftings plus importants, on va minimiser la quantité de décollement. Mais vraiment, c'est vraiment l'objectif. Ces peaux fines, on va rester minimaliste dans le décollement de la peau. Ça ne veut pas dire qu'en profondeur, on ne va pas faire plus de travail. Au contraire, on va le compenser. Mais, mais voilà, pour une peau fine, on ne va pas décoller la peau. Et c'est une très bonne indication. Le mini-lift est une très bonne. Vous avez vu plusieurs cas. Pour les peaux plus épaisses et notamment masculines, parfois on est amené à décoller un peu plus la peau. Bien sûr, c'est une décision clinique, hein, c'est-à-dire qu'il faut, chacun est différent et, le jour, enfin, votre médecin vous dira ce qu'il a l'intention de faire et pourquoi. Peut-on avoir une évaluation, un devis en n'étant pas sur place si cela peut se faire par physio? Alors, Manon, qui est notre manager webinaire, me dit qu'elle aime bien une métaphore, c'est quand on me demande un prix, je dis soit je fais un prix à la tête, c'est une plaisanterie, soit quel est le prix d'une maison, qu'est-ce que vous construisez, etc. Pour avoir un prix, il faut une consultation. C'est indispensable, parce que dans la consultation, on va évaluer deux choses, votre situation clinique et votre situation émotionnelle. La question qui suit, c'est est-ce qu'on peut le faire par visio? Oui, la crise sanitaire a eu cet avantage, c'est de nous pousser à créer des consultations. Et donc, on fait des consultations Zoom, c'est-à-dire qu'on organise avec mon secrétariat un temps horaire dans lequel on va faire une consultation et on va voir tout ça. Bien évidemment, ça n'exclut pas de se voir au moins quelques jours avant l'intervention pour justement avoir ce toucher qui peut nous manquer lors d'une consultation par visio. Et au terme de cette consultation, on pourra vous remettre un devis précis de ce qu'on va faire. Est-ce que, étant enceinte, on peut faire une augmentation des fesses par acide hyaluronique? Alors là, c'est une règle très simple, hein. Femme enceinte, chirurgie non de confort, non utile, on ne touche pas. Il est hors de question de faire quoi que ce soit. Donc, ni acide hyaluronique, ni pensez à vous, pensez à votre bébé et votre silhouette. Vous aurez tout le temps de vous en occuper, je vous promets, chaque chose en son temps. Seriez-vous prêt à faire un lifting? J'y pense. Voilà, je réponds, oui, j'y pense sans problème. C'est le temps qui me manque pour pouvoir prendre cette décision. Est-ce que les techniques évoluent encore? Ben, c'est comme les télés, ça ne cesse d'évoluer. À force d'attendre la dernière télé, on n'achète jamais de télé. Et voilà, donc bien sûr que ça évolue. Et il y a plusieurs choses, c'est que ça évolue, il faut être au fait de ce qui se change, il faut être toujours en alerte technologique. La progression technique est essentielle, mais tout aussi essentielle est l'expérience. Donc, il faut que votre praticien ait l'expérience et il faut que votre praticien ait cette alerte technologique. Peut-on faire un mini-lift avec un lipofilling, sachant que vous m'avez fait un lifting cervico-facial avec un lipofilling il y a 6 ans? Alors, comme vous êtes anonyme, je ne peux pas vous répondre. La première question, oui, on peut, mais encore, il faut que je puisse vous examiner. Et comme vous le savez, vous êtes plus que bienvenu pour qu'on en parle entre quatre yeux et de façon bien fidèle. Alors, j'ai aussi... Alors, est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à tout?
Parce qu'il y a d'autres... Est-ce que ce carré blanc qui cache l'image? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le carré blanc, c'est pour cacher les yeux et éviter qu'on reconnaisse les patientes. Avec un mini-livre, pouvez-vous toucher au muscle de la pommette afin de replacer la vallée des larmes et peut-on observer une amélioration sous le menton? Il y a beaucoup de réponses incertainement. Avec un mini-lift, on peut bien sûr faire une suspension de pommette. Suspension de pommette, ça peut se faire de façon différente. On peut mettre que des fils en même temps que le mini-lift, des fils permanents. On peut faire un décollement de la pommette par voie buccale qui va permettre d'être maintenu par une suspension par le biais du mini-lift. Bref, le mini-lift, ben, on peut faire une suspension des pommettes, repositionner les pommettes avec un mini-lift. Une amélioration sous le menton, ben non, c'est un peu la limite. C'est-à-dire que si vous avez un problème sous le menton, il faut faire un abord direct. Même un lifting cervico-facial améliorera un peu, mais pas, euh, mais, pas de façon très importante. Alors, utilisez-vous les stem cells? Ben oui, dès lors que l'on utilise la graisse, qu'on la traite, et il y a plusieurs méthodes de retraitement de cette graisse, on va optimiser la quantité de cellules souches. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la culture de cellules souches est interdite pour des raisons évidentes de sécurité et que les techniques de réenrichissement de ces cellules souches sont améliorées, mais ça dépasse rarement 10%. Et c'est déjà énorme. Donc, les stem cells, oui, tous les stem cells d'ailleurs, la plupart viennent de la Grèce et c'est le chirurgien plasticien qui l'a mis en honneur il y a plus de 30 ans, il y a plus de 25 ans. Enfin, les stem cells purs et durs, c'est une dizaine d'années qu'on en parle, la graisse, réinjection de graisse, il y a plus de 30 ans. Et si on ne peut pas prendre d'anti-inflammatoire à cause de l'estomac, on peut se faire opérer quand même pour un lifting, oui, bien sûr, parce que il ne faut pas abuser d'anti-inflammatoire même après un lifting. C'est bien d'en prendre un peu, mais pas trop, parce que ça peut désorganiser la cicatrisation. Donc oui, vous pouvez faire, et on a plein de traitements, ce qu'on appelle de la phytothérapie, qui permet d'améliorer bien l'histoire. Alors, y a-t-il une contre-indication pour les peaux métisses? Enfin, les peaux métisses, le problème, c'est le risque de kéloïde, c'est-à-dire de cicatrices disgracieuses. En général, devant l'oreille, il n'y a jamais de cicatrices disgracieuses. C'est des cicatrices qui sont derrière l'oreille, et c'est là où on peut avoir des kéloïdes. Donc, dans le cas où on a affaire à une peur d'avoir une kéloïde et qu'on décide de faire un lifting, on va rester antérieur. Donc oui, il y a des indications, mais il faut les peser. Avez-vous les mêmes techniques de Los Angeles? J'ai même envie de dire qu'à Los Angeles, ils ont les mêmes techniques que nous. C'est une boutade, mais il n'y a pas au monde de chirurgiens qui fassent quelque chose que les autres ne font pas. Pourquoi? Parce que nous avons des congrès dans lesquels nous exposons nos savoirs et il n'y a que les moi-je qui n'exposent jamais rien et qui ne sont pas en général les plus avancés. La technique qui est faite par un seul praticien, en général, ce n'est pas la technique qui est adoptée par tout le monde. Donc, première question, il n'y a pas un lieu au monde où il y a une technique qui est faite et pas ailleurs. Los Angeles, pourquoi on parle beaucoup? Parce qu'il y a beaucoup de stars et donc elles ont une image d'elles-mêmes, elles ont une image exposée. Deuxièmement, c'est une zone très médiatisée. On parle beaucoup de la chirurgie esthétique à Los Angeles, elle est plus discrète en France. Et ce que je peux vous dire, pour aller dans presque tous les congrès importants qui concernent le lift, eh ben, vous avez autant d'apports de chirurgiens américains, et pas que de Los Angeles, et de chirurgiens français qui ont un très grand niveau. J'ajoute que le lifting du cou a été remis en honneur grâce à un chirurgien brésilien
qui a travaillé longtemps et qui nous a permis d'avoir une vision nouvelle, un nouveau paradigme pour le chirurgien sur ces liftings du cou. Alors, le code barre, que faire pour le code barre qui ne nous donne aucun prix et surtout celui de la beauté? C'est excellent. Je vous félicite pour votre trait d'humour. Donc, le code barre, c'est simple. Hein, c'est soit on fait un peeling très profond, un peeling phénol, qui a des avantages, c'est assez spectaculaire comme résultat, qui a des inconvénients aussi. C'est vraiment une brûlure qui entraîne des suites très lourdes et donc ça concerne les patients très motivés. Sinon, le code barre se traite par des traitements alternatifs, des petits lasers, de la mésothérapie, des injections de petites rides qui progressivement peuvent améliorer, qui progressivement vont améliorer l'aspect de la peau. Comme je vous l'ai montré, et d'ailleurs même le seul fait que d'injecter ces cellules graisseuses avec ces cellules souches dans le code barre l'améliore grandement. Alors, si je vois, les cicatrices sont-elles devant ou derrière les oreilles pour un lifting cervico-facial? J'ai l'impression que je n'ai pas été très clair. Donc, comme je vous l'ai dit, les cicatrices sont pour le mini-lifting devant et pour les excusez-moi, pour le mini-lifting, elles sont devant et pour le lifting cervico-facial, elles sont devant et derrière. Les cicatrices derrière l'oreille, c'est vraiment très rare et quand on veut avoir une amélioration du cou vertical, ce qui est rare d'avoir que ça. Oui, le pony, on me parle sur le ponytail facelift. C'est typiquement le lifting marketing. Parce que j'ai démarré par ça. Si, du point de vue marketing, chacun doit donner le nom à une technique, on va se retrouver avec un brouillage des messages qui n'ont pas d'intérêt. Encore une fois, il n'y a pas de chirurgien, sauf s'il n'a pas d'intérêt pour le lift, mais qui soit intéressé par ce métier-là, qui ne connaissent pas toutes les techniques et qui ne fait pas l'effort, justement, d'apprendre en continu, de partager et voire même de partager son expérience. Donc, on fait mieux que le ponytail. Il suffit juste de consulter et vous aurez une vision très claire de ce que vous pouvez avoir sans message marketing d'une méthode ou d'une autre. L'oreille de devant, si vous avez suivi la conférence, mais vous l'aurez aussi en streaming demain, vous allez voir que la cicatrice devant est invisible. Peut-on faire de la mésothérapie avant un lifting? C'est même ce qu'on propose quand la peau n'a pas cette texture et cette qualité. Il ne faut pas hésiter à améliorer la peau avant le lifting et il ne faut pas hésiter à améliorer la peau après. C'est un tout. En tout cas, oui, je vois que les questions défilent et je suis désolé, ça fait presque 1 heure que nous sommes ensemble. On doit finir cette session. Allez, je veux bien répondre à la dernière sur les PRP parce qu'elle est importante. Alors, PRP sur la peau isolée du visage, bof. Franchement, le PRP tout seul, sur les cheveux, ça marche très bien. Dans le cerne, ça marche très bien. Associé à l'acide hyaluronique, ça marche très bien. Les PRP seuls au niveau de la peau, je ne suis pas convaincu. De toute façon, en France, elle n'est pas légale. Par contre, les PRP lifting, ça marche très bien. C'est-à-dire quand vous mettez des PRP, vous faites des réinjections de graisse, vous rajoutez du PRP et vous optimisez la qualité de prise et la qualité des greffons. Donc ça, oui, le PRP fait partie de l'arsenal thérapeutique du médecin, mais encore faut-il bien serrer les indications.
Voilà, c'était la dernière question. En tout cas, moi, je me suis régalé, même si je ne vous ai pas vu. Mais je vous devine derrière vos écrans. J'ai vu qu'on avait flirté les 90 participants. Donc, ben, je suis très heureux que vous y ayez porté intérêt à un sujet, encore une fois, qui me passionne. Et je vous dis à très bientôt. Merci.